Bonjour, j'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne forme. Moi ça va, merci. Je la fais pour, répondre à Chloé, mais je pense que, la réponse que je vais faire, à Chloé va, aider tout le monde, pour, donc le travail à rendre. Je vais d'abord, en fait, faire l'oral, du PowerPoint sur, le métier d'enseignement, sachant qu'en fait cet oral, c'est, l'ensemble des éléments que je vous demande pour, si vous rendez le travail sur le portrait chinois. Donc le portrait chinois, c'est bien sur le kit Playmobil que vous avez reçu. Donc on considère dans cet exercice que moi j'ai reçu un kit Playmobil professeur et que donc je me mets dans la position, de qui est mon métier, du professeur pour, vous, faire l'exercice du portrait chinois. J'ai repris, heu, le diaporama et je vais vous le faire sur le diaporama. Donc je suis un enseignant donc supérieur. Qu'est-ce que je serais si j'étais une ressource matérielle? Donc, qu'est-ce qui finalement, aux yeux de la société, symbolise le mieux mon activité? J'ai choisi le stylo rouge puisque, il me semble que, au bout du bout, mon métier est un métier, qui évalue. Et donc ce stylo rouge qui symbolise la correction, qui symbolise l'évaluation, est un est un marqueur important de mon métier et pour preuve, heu, le pendant des gilets jaunes dans l'enseignement se sont appelés les stylos rouges. Mais c'est vrai que mon métier évolue, j'ai fait ce diaporama bien avant le confinement, mais déjà, on était passé à une logique plus digitale et finalement ma clé USB est aujourd'hui ou plutôt était à l'époque où je transportais encore mes cours, sur une clé USB, une matérialité importante pour moi puisque finalement, c'était ce qui pouvait m'empêcher de faire cours, dans la mesure où, était sur cette clé l'ensemble de mes PowerPoint. Alors évidemment là, je me rends compte de la différence puisqu'aujourd'hui je n'utilise plus de PowerPoint, mais voilà. Alors si j'étais un lieu, eh bien finalement posez-vous la question de pareil, quel est le lieu emblématique, de l'enseignement supérieur et vous verrez que si vous prenez, tous les articles qui aujourd'hui, illustrent, la situation dans les facs, vous avez un grand nombre de ces articles qui sont illustrés par, des amphis, des photos d'amphis qui restent le lieu emblématique de l'enseignement supérieur. Alors, ce lieu emblématique, il est finalement pas totalement, conforme à notre réalité vécue. Moi qui interviens essentiellement en master, aujourd'hui, je ne connais plus réellement, l'amphithéâtre. C'est bien, dans une salle de cours organisée classiquement ou en U que j'interviens le plus souvent. Si j'étais un outil de gestion, alors c'est peut-être une des questions les plus difficiles dans la mesure où l'outil de gestion, on ne l'a pas réellement vu en cours et c'est pour ça que je me suis permis, de garder une définition assez, complète. Donc ça désigne un ensemble formalisé de raisonnements et de connaissances qui relie de façon formelle des variables issues de l'organisation. Et pourquoi j'ai choisi un emploi du temps particulier? Eh bien, parce que justement, la lecture même de cet emploi du temps suppose des connaissances, des informations sur le fonctionnement de cette licence mythique. Et vous, je pense, pouvez le lire parce que vous êtes familier d'un fonctionnement en apprentissage. Donc, vous pouvez comprendre que quand on a des semaines entières où seul est indiqué entreprise, eh bien, ça signifie que l'étudiant est totalement dédié à l'entreprise. Et puis, les semaines où il apparaît des couleurs, vous voyez que ce sont, des semaines où, des cours sont donnés à l'université.
Mais finalement, si je donnais ce document à quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de l'université, le fonctionnement de l'apprentissage, eh bien, il pourrait ne pas comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit, que signifient ces 3 heures et demie, que signifient ces numéros, même s'il est indiqué, la légende est indiquée plus haut, euh, que signifient les noms sous les titres de cours. Hein, ça, par contre, ce n'est pas indiqué. Et donc, vous voyez que finalement, incidemment, euh, pour comprendre un outil de gestion, il faut en fait connaître le fonctionnement. Alors, pourquoi l'emploi du temps? Parce que finalement, l'enseignement supérieur, c'est une histoire de rendez-vous. C'est-à-dire que il ne peut y avoir enseignement supérieur que si on a réussi à mettre ensemble dans une salle un enseignant et des étudiants concernés. Le distanciel que nous connaissons change la nature des contraintes, puisque la salle n'est plus une salle physique, mais devient une salle virtuelle, mais elle ne change pas la nature du rendez-vous. Il faut toujours que nous ayons un outil de gestion commun qui nous indique à quel moment nous avons rendez-vous ensemble pour pouvoir coproduire le service. Si j'étais un moment de vérité, donc le moment de vérité, c'est pareil, on en a parlé rapidement, c'est un temps du parcours, c'est un moment du parcours qui n'est pas prédéfini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il est situé au début, au milieu ou à la fin. Chaque activité de service a ses moments de vérité, mais on parlera de moments de vérité au moment où se joue l'évaluation du prestataire par les clients. C'est-à-dire que finalement, au bout du bout, si je dois évaluer le prestataire et si je dois donc m'appuyer sur une séquence de l'enseignement dans mon cas, de la prestation dans le cas général, eh bien, on désignera cette séquence par le moment de vérité. Alors, il n'y a pas qu'une séquence, il y en a plusieurs, mais je vais résumer comme ça, puisque on demandait un moment de vérité, donc voilà. Alors, j'ai pris la décision finalement d'indiquer 2 temps, 2 moments de vérité, parce que je ne me situe pas du même point de vue. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un petit peu changé la règle du jeu. En toute rigueur, le vrai moment de vérité est le moment du rendu des copies. Pourquoi c'est le moment du rendu des copies? Parce que, alors j'aurais pu dire c'est le moment de distribution du sujet, dans le sens où le moment de découverte du sujet, c'est un moment où l'étudiant va faire le lien entre ce qu'il a révisé et ce qu'on lui demande de composer et associer le fait que, eh bien, la commande initiale était claire et que donc il a pu correctement réviser, ce qui signifie que il savait de quoi, sur quoi, ce que traitait le cours et sur quoi il pouvait être évalué, et il a pu se préparer correctement. Inversement, c'est un sujet qui n'est pas du tout adapté à ses révisions, eh bien, il peut vivre un écart de représentation entre ce qu'il pensait qu'on lui avait demandé et ce qu'il a effectivement, ce qu'on lui demande effectivement. Mais en fait, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, euh, nous, on découvre cet écart au moment où on corrige les copies. Parce qu'au moment où on corrige les copies, on se rend compte du fait que notre sujet était conforme aux attentes de nos étudiants et que du coup, ils ont globalement réussi à le traiter ou pas. Euh, une moyenne globale négative n'est pas un signe que notre classe était mauvaise, c'est un signe qu'il y a un écart de représentation entre ce que l'on pensait leur avoir demandé et ce que les étudiants ont compris. Moi, je ne crois pas à des cohortes qui justifient qu'on passe d'une année à l'autre de 8 à 15. Non. S'il y a une année, alors qu'on est classiquement dans des moyennes à 12-13, qu'on passe à 16 ou qu'on passe à 8, et ben, c'est probablement que la composition du sujet, le choix du sujet n'a pas permis complètement de respecter la promesse ou au contraire a été trop bien
communiqué aux étudiants en avance, ce qui fait que la difficulté habituelle n'a pas été retrouvée dans le sujet que l'on a donné. Alors, le rendu des copies est un autre moment de vérité, parce que vous voyez bien qu'en fait, dans cette histoire de l'évaluation, eh bien, chacun évalue l'autre. L'enseignant évalue les étudiants évaluent l'enseignant aussi. Alors, dans d'autres critères, hein, l'enseignant évalue la compréhension globale du cours et des objectifs de l'évaluation et le niveau de l'élève. L'élève évalue la clarté de l'enseignant et le respect des promesses de service, des indications qu'il avait données sur les objectifs de l'évaluation et son niveau d'exigence, éventuellement son niveau de clarté s'il considère que soit le sujet, soit le cours était confus. Donc, ce processus d'évaluation est en fait un processus double. C'est pour ça qu'au final, le rendu de copie est aussi un moment de vérité. C'est le moment où je réalise que mes projections en tant qu'étudiant de ce que valait mon travail étaient ou non justes. Si elles sont justes, peut-être que j'ai une mauvaise note. Par contre, il n'y a pas d'écart de communication sur ce que je pensais de mon travail et ce que l'enseignant pense de mon travail. Donc, il y a un écart par rapport à ce que j'aurais voulu produire, mais pas un écart sur ce que j'ai produit, la valeur de ce que j'ai produit. Bien sûr, c'est valable si j'ai réussi. Si j'ai réussi, si j'ai une bonne note, alors que, objectivement, à la sortie de l'examen, je m'étais dit, je me suis plantée, j'ai pas compris l'examen, j'ai pas compris pourquoi ils nous posaient des questions. Le fait que j'ai une bonne note me fait plaisir, me rassure sur mon niveau, mais me perturbe en même temps, puisque cet écart de représentation reste irrésolu. Vous voyez que la question de l'évaluation et donc du moment de vérité, finalement, c'est une entrée très intéressante pour expliquer l'activité de l'enseignement supérieur. Et c'est un peu l'idée de l'exercice, hein, je suis bien sûr un peu longue, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est pas juste trouver des bonnes images et trouver des bons termes, c'est arriver à dire quelque chose d'intéressant et peut-être inattendu sur l'activité que vous décrivez. Si j'étais un indicateur de performance, alors je ne sais plus si je vous l'ai demandé celui-là, c'est aussi une question difficile, hein, mais les questions du portrait chinois ne sont pas faciles. Et donc, en fait, on a un peu abordé la question du, de la finalité du service. Hein. Quand on a défini le service, on l'a défini en essayant de comprendre ce qu'il produisait, donc sa finalité. Mais cette question de la finalité et de la façon dont on va l'évaluer, elle est en fait assez compliquée, en particulier, et je crois qu'on l'avait abordé, sur le fait que ce que produit au final le service n'est pas toujours immédiatement évaluable. On l'avait abordé lorsque l'on a parlé des biens d'expérience. On avait souligné que deux éléments pouvaient contrecarrer l'objectif d'une évaluation claire de l'efficience du service, les effets à long terme, le fait que ce que l'on cherche à produire n'est pas observable immédiatement, typiquement l'enseignement supérieur, ce que l'on produit, votre employabilité, votre capacité à continuer à pouvoir évoluer dans votre carrière parce que les connaissances qu'on vous a données ne sont pas que des connaissances, mais justement des compétences et des méthodes pour vous-même continuer à vous former. Tout ça n'est pas évaluable 6 mois après la sortie de votre diplôme. Et donc, il y a un effet long terme qui rend difficile l'évaluation. L'autre difficulté, c'est que s'appuyer sur la seule satisfaction des étudiants ou de manière plus générale des clients suppose que ceux-ci ont une expertise pertinente pour évaluer le service. Or, typiquement sur les activités de formation, on sait que l'avis en termes de satisfaction est important, mais pas suffisant. Et donc, quand on est face à cette
difficulté de dire mais comment je peux et quels sont finalement les critères, les indicateurs pertinents de performance. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se reporter aux indicateurs qui sont demandés par la direction de l'activité de régulation. En l'occurrence, chez nous, l'activité de régulation. Et là, on se rend compte que, eh bien, on a effectivement des indicateurs qui sont de nature différente, des indicateurs qui sont plutôt sur la performance, taux de réussite, taux de satisfaction, des indicateurs qui sont plutôt sur la production, un effectif inscrit, des indicateurs qui sont plutôt sur une évaluation globale en termes de conformité, en fait, hein, qui est la note ARS, hein, qui est une note donnée par un organisme indépendant d'évaluation sur la base d'un dossier de conformité. Finalement, si j'étais une transformation, et donc là, vous voyez une image très belle, que je n'ai pas prise évidemment, qui vient d'un reportage de France 2, donc une très très vieille image, mais qui m'a toujours fascinée parce que vous voyez les mitochondries arriver, en fait c'est le neurotransmetteur des synapses, hein, là c'est une synapse, et donc en fait c'est le travail visible des communications qui permettent aux informations de circuler dans notre cerveau. Et donc, c'est vrai que si j'étais une transformation, au final, au bout du bout, euh, l'activité de l'enseignant, c'est de ouvrir de nouvelles connexions neuronales, au sens où finalement, s'il l'intéresse et s'il arrive à communiquer des informations, des connaissances à ses étudiants, eh bien, en fait, il va permettre au cerveau de l'étudiant de voir différemment le monde, puisqu'il aura de nouvelles de nouveaux mots, de nouveaux concepts qui sont autant de nouvelles lunettes pour voir le monde. Oui, je m'adresse au M1 et donc Caïs, Mélanie et Elsa, les lunettes, hein, c'était en fait le terme que je cherchais quand on a fait le point PER. Je vous ai parlé d'outils, mais en fait, non, c'est ça, c'est des lunettes. Mais imaginez des lunettes, hein, chaque concept est une lunette qui nous permet de voir le monde d'une certaine manière. Alors, imaginez des lunettes, celles-là, elles me permettent de voir net, mais j'ai aussi des lunettes pour voir la nuit, j'ai des lunettes pour voir l'infrarouge, voilà. Autant de lunettes, les concepts sont autant de lunettes qui permettent de voir une dimension du monde. Finalement, transmettre, c'est ça, c'est donner un certain nombre de lunettes qui vont s'activer dans le cerveau et qui vont permettre de voir d'une certaine manière le monde. Voilà, alors, c'est très poétique.